Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Levez la main si vous allez bien. Yay! On m'a dit de faire des interactions dans les conférences, donc non, sans rire. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de deux concepts qui me tiennent très à cœur, le design et l'éco-responsabilité. Donc on va voir dans cette conférence comment on articule les deux et comment peut-être je peux vous aider dans vos différents métiers respectifs à faire articuler ces deux notions. Donc moi, je m'appelle Cassandre Milius, je suis la fondatrice de The Good Habits. The Good Habits, donc les bonnes habitudes en anglais. C'est un studio de design à impact qui rend l'écologie ludique, accessible et désirable à travers des bilans carbone, à travers des conférences, des ateliers ludiques et immersifs, et également de l'éco-conception de services numériques. Donc l'idée, moi, ce que j'essaie d'apporter, c'est dur de parler avec une autre personne. Voilà. Ce que j'essaie d'apporter, c'est en fait le côté positif, créer de nouveaux narratifs, créer une écologie en fait désirable pour aller un peu à l'encontre de tout cet alarmisme et cette anxiété qu'on ressent quand on parle en fait de la transition écologique. Donc voilà, vous allez voir, moi j'aime bien les couleurs, j'aime bien le design, j'aime bien quand c'est positif et quand on s'amuse. Donc j'espère que je vais pouvoir vous transmettre un petit peu tout ça à travers la conférence. Brièvement sur mon parcours, moi j'ai fait une école de commerce. Voilà, parcours très classique finalement à la sortie du bac. J'ai travaillé un petit peu en start-up et également dans des grands groupes, donc plutôt en pôle innovation comme chez SNCF, Accenture ou encore Canal+. Et en fait, au bout de 5 mois de mon premier CDI, je suis partie. À la grande tristesse de mes parents, en leur disant que finalement le matin, j'arrivais pas vraiment à savoir pourquoi je me levais, je trouvais pas vraiment de sens à ce que je faisais. Et moi, ce qui me plaisait, c'était vraiment le côté créatif, le design. Bon, j'ai dit à mon père, papa, je veux reprendre mes études, faire un master en design. Il disait là genre... Mais au final, c'est la meilleure décision que j'ai prise parce que maintenant, j'ai un métier qui englobe à la fois le business et le design. Et en fait, c'est là où j'ai eu, en sortant de ce master, ma première idée entrepreneuriale et que je me suis lancée dans cette aventure. Et je suis particulièrement fière d'être ici parce que justement, mon père travaille dans l'industrie cosmétique depuis que je suis née. Donc autant vous dire que j'en ai entendu parler des tensioactifs et que j'avais pas intérêt à louper l'équation de la saponification au bac, quoi. Hein. Juste pour vous dire. Et donc on va commencer tout de suite. Petite flèche vers le haut. Et si le design avait le pouvoir de rendre l'humanité éco-responsable ? Donc ça, en fait, c'est une réflexion que j'ai depuis 3 ans. Et en fait, ça me travaille tellement que j'ai même fini par monter une boîte sur le sujet. Mais pour que ça ait un petit peu de sens pour vous, je vais commencer juste par un petit sondage. Je vais vous demander qui dans la salle pense que l'éco-responsabilité correspond à un enjeu majeur aujourd'hui, en levant la main. Certaines fois, des personnes ne lèvent pas la main. Hein, donc, maintenant, je vais vous demander qui pense que l'éco-responsabilité correspond à un enjeu majeur aujourd'hui, mais également n'a pas mangé de viande depuis 6 mois et fait son propre compost à la maison. On n'est pas dans du ou, mais dans du et. Hein. Qui peut dire oui à ces 3 questions ? Waouh, vraiment ? Waouh. Ben voilà. En tout cas, il y en a une. Une sur... je suis assez nulle pour compter les gens, mais voilà, c'est pas beaucoup. Et pourtant, c'est ça, être vraiment éco-responsable. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a à peu près tous conscience que c'est un sujet crucial aujourd'hui, mais soyons honnêtes, nous sommes rarement les bons élèves de ce sujet. Et je m'inclus largement dedans, alors que j'ai fondé une boîte sur le sujet. Donc rassurez-vous, vous n'êtes pas les seuls. Aujourd'hui, on a 3 Français sur 4 qui déclarent avoir envie de changer leurs habitudes pour aller vers plus d'éco-responsabilité. C'est-à-dire, en fait, qu'ils veulent intégrer plus de principes du développement durable dans leur comportement. Et aujourd'hui, c'est une préoccupation tellement majeure que finalement, l'environnement, c'est devenu la deuxième préoccupation des Français juste après l'emploi. Pourtant, entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, ça pourrait presque ressembler à un programme de présidentiel. Hein. On dit qu'on fera et puis on ne fait pas toujours. Alors, c'est quoi le problème ? Comment ça se fait que si peu de gens soient vraiment éco-responsables alors qu'ils ont pourtant si conscience du sujet ? Je vais vous raconter une petite anecdote. Moi, il y a 3 ans, l'éco-responsabilité, ça me paraissait une montagne. J'avais l'impression que quoi que je fasse, de toute façon, ça serait jamais assez.
Avant, j'avais même l'impression qu'être éco-responsable, c'était prendre des douches froides, vivre dans une cabane au fond des bois et rêver de toilettes sèches. C'est un petit peu l'idée que j'avais. Et vu que j'étais clairement plus attirée par la dernière collection Zara que par ce genre de caricature, je faisais rien du tout en fait. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qui a changé depuis ? En 2020, j'ai une crise existentielle. En mode la bobo parisienne qui commence à s'interroger sur les risques environnementaux du Nutella. Je pense que vous visualisez un petit peu l'image. Et ça a commencé par ce genre de caricature et c'est très vite devenu une prise de conscience plus globale. J'ai commencé à me sentir tellement, et je pense que vous l'avez connu d'ailleurs pendant le Covid, tellement étouffée par toutes ces choses superflues qui encombraient en fait mon mental et mon appartement, que je me suis mise à vouloir revenir à plus de simplicité dans ma vie. Et de manière assez naturelle, je me suis retrouvée dans une démarche éco-responsable. Et là, ça a été un énorme déclic. L'éco-responsabilité touche en profondeur à notre rapport au monde et à nous-mêmes. Et le chemin pour y aller doit nous correspondre ou nous ne ferons juste pas partie du voyage. Parce qu'en fait, tout le monde nous dit « il faut faire ci, il faut faire ça, ne mange plus de ci, ne voyage plus là ». Mais toutes ces injonctions ne nous aident pas à rendre cette démarche adaptée à nos peurs, à nos préférences, à notre identité en fait compte. Alors, par chance, lors de mon épiphanie existentielle, je faisais justement un master en design où j'intégrais ces concepts jour après jour. Et justement, la magie du design, c'est de concevoir un produit ou une expérience pour qu'elle soit en adéquation avec les modes de vie, les besoins et les valeurs des êtres humains. Alors, au lieu de vouloir changer les gens, pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas plutôt de changer la façon dont on adresse le problème ? Et on en revient à la question, et si le design avait le pouvoir de rendre l'humanité éco-responsable ? Alors évidemment, pour cette conférence aujourd'hui, je l'ai adaptée à la cosmétique. Le design peut-il rendre la cosmétique éco-responsable ? Ça peut vous paraître un petit peu philosophique, donc je vais le rendre plus concret. On va voir comment le design peut vous aider à 1. Répondre aux nouvelles attentes écologiques de vos consommateurs et les faire adopter les bons comportements. Et 2, comment mieux sensibiliser et engager vos collaborateurs dans la transition écologique. Donc on va essayer de voir d'un point de vue consommateur et d'un point de vue interne avec vos collaborateurs. Et pour ça, on va articuler la conférence en 3 piliers qui sont les 3 pouvoirs du design. Le premier pouvoir du design, ça va être de créer des émotions. Et on va voir pas n'importe quelles émotions. Le deuxième, ça va être de modifier les comportements. Et le troisième, qui est pour moi le plus important, placer l'humain et les besoins humains au centre de tout ce qu'on est en train de faire. Je vais essayer de parsemer en fait la conférence d'outils, d'idées inspirantes et d'actions concrètes pour éviter de rester dans quelque chose de très théorique. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, on va reposer les bases de ce qu'est le design. Le design, c'est pas juste une chaise stylée conçue par un artiste excentrique. Le design, c'est une pensée à part entière. C'est l'art et la science de rendre les choses désirables et agréables. Concrètement, le design, ça permet de répondre aux besoins complexes des utilisateurs, mais aussi des entreprises, grâce à une pensée, des méthodologies et des processus. Donc attention, le design n'est pas juste un art créatif qui est joli, c'est vraiment une pensée, une méthodologie et des processus. Et on va un petit peu les décortiquer tous ensemble. Je vais l'illustrer avec un exemple très simple. Par exemple, ce que vous voyez là, c'est le Cirque du Soleil. Parce que bon, faut pas oublier que le cirque, il y a encore quelques temps, et même parfois encore maintenant, c'était un petit peu ça. Hein. Donc le Cirque du Soleil, c'est l'illustration parfaite d'un concept en déclin qui est redevenu désirable grâce au principe du design. Ils ont transformé l'expérience vécue. On va plus voir un simple cracheur de feu, on participe à une immersion, je dirais même à un voyage dans un univers esthétique et poétique. Qui aurait cru qu'un cirque allait faire autant d'entrées qu'un concert de Céline Dion à Las Vegas, franchement. Ça, c'est grâce au design. Et puisque le design est une manière de penser, on peut l'appliquer à littéralement n'importe quel sujet. Alors, il y en a un qui l'a bien compris, je vais vous épargner l'exemple classique de Steve Jobs avec Apple, même si on en reparlera quand même après. Cet exemple, c'est Andy Puddicombe. Andy Puddicombe, je pense que personne n'a jamais entendu ce nom-là. Andy Puddicombe, c'est le fondateur de Headspace. Et Headspace, c'est l'application qui a révolutionné la pratique de la méditation, de ça à ça. En fait, grâce au design, ils ont fait d'une pratique ancestrale, complexe à apprendre, pratiquée par une minorité de la population, une expérience ludique et accessible à tous. Et dans la cosmétique, alors, où est-ce qu'on retrouve le design ? Le design, je vous l'ai dit, c'est pas que de l'esthétisme, mais ça l'est quand même. On va le retrouver du coup dans l'emballage du produit,
On va le retrouver dans la simplicité d'utilisation, donc dans l'interaction que l'utilisateur, le consommateur va avoir avec le produit. On va le retrouver dans l'accessibilité. Est-ce que vos produits sont accessibles par tout le monde, les personnes en situation de handicap? Est-ce qu'il est inclusif? Est-ce qu'il inclut tout le monde? On va le retrouver dans l'éducation et la sensibilisation. Comment, à travers vos stratégies, vos produits, vous partagez des messages, vous apprenez des choses à vos clients. Et enfin, ça peut aussi se retrouver dans l'expérience sensorielle avec le produit ou en magasin, ou même via une interaction avec un service numérique comme un site internet, une application, de la VR, de l'AR, etc. Donc au final, le design, on va voir comment ça va être la clé pour vous aider à intégrer les grands défis environnementaux, pour vous permettre de mieux attirer, sensibiliser et motiver à la fois vos clients et vos collaborateurs. Alors je vais faire un petit topo sur pourquoi l'écologie c'est important, même si je pense que tout le monde l'a compris, mais ça va vraiment impacter tous les métiers, allant de la direction au marketing, à la communication. La direction parce que ça va être là en fait que va être impulsée la stratégie RSE de l'entreprise. Les ressources humaines parce qu'aujourd'hui on sait qu'il y a 70% des salariés qui préfèrent travailler dans une entreprise où il y a une démarche RSE plutôt que dans une autre. Donc énorme enjeu d'attraction et de fidélisation des talents. La RSE, bon évidemment, c'est ceux qui vont mettre en place des ateliers, des conférences, plein de choses pour sensibiliser aux enjeux climatiques. Les achats. Comment choisir les bons fournisseurs, comment mettre en place une politique d'achat responsable pour éviter de faire augmenter le bilan carbone de l'entreprise. Évidemment, marketing et communication, sans rentrer dans le greenwashing, mais comment en fait on crée une image où on va toucher les millennials, la Gen Z, montrer que finalement on a une démarche, mais qu'elle ne soit pas perçue finalement comme juste un petit peu des paillettes un peu green, et que ça soit vraiment concret. Mais aussi voilà, les responsables produits, la réglementation, etc. Je vous le disais, il y a de gros enjeux côté collaborateurs. Il y a une récente étude de Deloitte qui a été menée en 2023 qui montre que 40% des membres de la génération Z, donc ça c'est les personnes nées après les années 2000 et des millennials, donc après les années 80, qui ont changé d'emploi ou de secteur en raison de préoccupations liées au climat ou qui envisagent de le faire. Donc c'est quand même pas rien, d'où la nécessité de mettre en place une stratégie RSE. Et d'ailleurs, je voulais vous partager un outil. Je vais vraiment vous partager plein d'outils, plein de médias intéressants, que je pense intéressants pendant cette conférence. Un jet d'avenir, c'est par exemple une plateforme d'offres d'emploi qui a été développée par l'association Make Sense, où en fait, les ingénieurs qui veulent travailler dans une entreprise qui a un impact positif social ou environnemental vont trouver les offres d'emploi sur ce site-là en particulier. Et ça marche super bien en ce moment, c'est en train de faire un boom, ce genre de job board. Donc c'est unjedavenir.fr. Donc on a des enjeux côté collaborateur, mais évidemment côté consommateur. Le baromètre de la consommation responsable de Greenflex en 2023 montre qu'aujourd'hui, en fait, on a 8 Français sur 10 qui se mobilisent en faveur de la consommation responsable. Donc évidemment, ça va être un gros enjeu pour vous cette année. Donc finalement, il y a très peu de monde en fait qui ne fait rien du tout. Et là, il y a un point intéressant, c'est qu'on a souvent tendance à croire que les préoccupations face au climat se limitent à une génération climat, donc c'est les jeunes, etc. En fait, non. Il y a des études qui ont montré que ça va transcender les critères sociodémographiques comme l'âge et le lieu d'habitation. Donc finalement, c'est un sujet qui touche tout le monde et qui peut en fait toucher toutes vos cibles dans ce que vous proposez. 2 chiffres intéressants que je pense pour vous, c'est que même s'il y a une conscience environnementale, on a quand même 1 Français sur 4 qui n'est pas prêt à sacrifier sa liberté de choix au nom de l'environnement. Donc on va voir comment grâce au design, on va rendre les produits éco-responsables désirables sans que le consommateur ait l'impression de faire un choix contraint qui donne pas vraiment envie, quoi. Et on a 1 Français sur 3 qui se sent exclu du mouvement écologique. Donc on va voir comment grâce au design, on parle à tout le monde, on inclut tout le monde sans laisser des gens de côté. Donc maintenant qu'on a posé un petit peu les concepts de design, exploré les enjeux de la transition écologique, il est temps de passer à la pratique. Donc je vous le disais tout à l'heure, le design a 3 pouvoirs. On va commencer par le premier. Le premier, c'est de créer des émotions autour d'un concept. Donc,
créer en fait un univers qui va susciter des émotions en nous. Ça peut se matérialiser par le logo, les aspects visuels, les couleurs, le contenu, la façon dont on va raconter l'histoire. 95% des décisions que prennent les êtres humains se font de manière émotionnelle. Et plus l'émotion est positive, plus elle va susciter l'engagement. À votre avis, pourquoi Google change son logo chaque jour ? C'est pas parce que leur graphiste s'ennuie entre deux parties de baby-foot. Cette stratégie, elle a pour but de créer un sentiment d'étonnement et en même temps de joie qui va ancrer Google dans la mémoire de l'utilisateur et lui donner envie de revenir. Alors, comment ça s'applique un petit peu cet univers émotionnel dans le secteur de la cosmétique ? J'ai essayé de faire un petit peu mes recherches. Je ne suis pas une experte du métier, mais moi, de ce que je vois en tant que consommatrice, Lush utilise parfaitement en fait les émotions, le design sensoriel qui va réveiller nos instincts primaires, où en fait, on va avoir une expérience en magasin qui va être tactile, qui va nous rappeler une étendue d'un marché. Gourmand, qui va stimuler tous nos sens et qui finalement va ancrer ce magasin-là dans notre mémoire et nous donner envie de revenir. Alors créer des émotions, c'est bien, mais créer des émotions pour enclencher un changement de comportement pour l'éco-responsabilité, c'est encore mieux. Encore faut-il générer les bonnes émotions. Maintenant, quand on regarde comment on parle d'écologie dans les médias, c'est un petit peu ce qu'on voit. Levez la main avec un pouce si ça vous génère des émotions positives ou si on est plutôt sur l'anxiété, pouce vers le bas, si on est plutôt sur l'anxiété ou la peur. Évidemment, la personne qui me dit pouce levé, je comprends pas du tout. Mais effectivement, l'écologie, elle est souvent reliée à des émotions anxiogènes et négatives et elle est rarement connectée aux besoins et au quotidien immédiat de chacun. Les messages qu'on voit passer dans les médias sont souvent très techniques et très alarmistes, et même s'ils sont essentiels, attention, ils sont essentiels et ils doivent être entendus et écoutés, le fait est qu'ils génèrent de la peur. Et la peur, c'est prouvé, c'est une émotion qui paralyse et qui crée de l'inertie. Maintenant, quand on regarde un petit peu comment les marques parlent d'écologie, qu'est-ce qu'on remarque ? Elles ont tendance à utiliser du vert, le green. Sauf que la science des émotions par les couleurs nous montre qu'il est plus puissant d'utiliser une couleur pour l'émotion qu'elle génère, plutôt que pour le concept qu'elle évoque. Alors plutôt que d'utiliser du vert parce que c'est la couleur de la nature, pourquoi on n'utiliserait pas du jaune pour susciter la joie et l'enthousiasme ou du orange pour susciter l'intérêt ? Ça c'est la roue des couleurs de Plutchik, où on voit un petit peu diverses émotions en fonction des couleurs. Donc on vient de le voir, les couleurs ça peut être un moyen pour créer un univers émotionnel favorable au changement, mais il existe une panoplie d'autres méthodes. On va voir avec 4 idées comment créer un univers émotionnel positif avec vos consommateurs quand il s'agit d'éco-responsabilité. 4 exemples que j'ai piochés en allant chercher un petit peu dans ce qui se faisait dans les autres industries. Le premier, c'est quand vous avez des engagements, communiquez visuellement vos engagements. Ça peut se traduire par exemple par votre site internet. Aujourd'hui, j'ai fait un petit tour dans le salon, on parle beaucoup d'éco-conception dans les produits cosmétiques, mais on fait aussi de l'éco-conception de services numériques. Comment on va créer un site internet qui va être moins gourmand en énergie, qui va posséder moins d'images, etc. Donc là, on a par exemple la marque de mode organicbasics.com qui, en fait, au lieu d'imposer un choix d'un site internet sobre à ses consommateurs, lui propose 2 choix. Ils peuvent soit commander leurs articles sur un site classique, mais ils ont également créé un site low impact où leurs consommateurs qui sont peut-être plus engagés vont aller sur le site, il y aura moins d'images, il y aura moins de froufrou, mais finalement, ça va consommer moins de ressources en énergie et en fait, ça donne le choix. Et dans ce site interne-là, du coup, à travers leur site, ils montrent leurs engagements et ils montrent à quel point ils mettent en place des stratégies en termes d'achat pour leurs consommateurs. Deuxième idée, impliquer les consommateurs dans des initiatives communautaires. Bon, ça, les personnes qui bossent en marketing connaissent quand même assez bien, mais je trouvais ça intéressant. Par exemple, Reebok qui avait créé le programme Box, qui visait à promouvoir dans les écoles la fitness pour les enfants de 5 à 12 ans. Donc en fait, ça montre comment une marque
peut engager une communauté autour d'une initiative positive, bonne pour la santé ou bonne pour l'environnement. Donc ça peut être intéressant pour une entreprise du secteur de la cosmétique de sensibiliser ses clients au zéro déchet, d'aller dans des écoles, dans des lycées, de montrer comment, de sensibiliser au changement climatique, à l'impact du plastique, etc. Une troisième idée, faire des collaborations créatives avec des sustainable designers. C'est des designers éco-responsables. En gros, c'est des designers qui vont utiliser des matériaux durables, non toxiques, recyclés, mais également qui, à travers leur création artistique, vont véhiculer un message et sensibiliser l'audience. Donc, je sais qu'il y a pas mal de collaborations qui se font déjà entre des marques cosmétiques et des designers. Je pense à Aveda et Philippe Lim qui avaient fait une sorte de packaging avec ce designer-là. Mais pourquoi pas aller chercher un designer qui a un vrai engagement dans l'écologie ? Donc, si vous voulez, vous pouvez m'écrire après la conférence. J'ai des listes de designers éco-responsables en tête. Mais ça peut être intéressant, du coup, de créer un produit cosmétique qui a un message à passer et qui est en même temps éco-conçu. D'ailleurs, je vous partage un lieu qui existe à Paris, dans le 3e arrondissement, qui s'appelle la Fabrique de l'époque et qui justement met en scène toute l'année des artistes engagés dans des engagements sociaux ou environnementaux. Donc ça peut être intéressant dans la musique, dans l'art, etc. Un lieu intéressant, donc, c'est la Fabrique de l'époque. Quatrième idée pour créer un univers émotionnel positif avec vos consommateurs, ça va être de les éduquer de manière ludique. Donc là, il y a un exemple que je trouvais intéressant, c'est la marque de chaussures Nisolo Shoes, qui en fait, pour montrer leurs engagements envers à la fois les humains et envers l'environnement, se sont inspirés des étiquettes nutritionnelles pour expliquer en fait l'impact de leurs chaussures à leurs consommateurs. Et donc ça a énormément plu chez les consommateurs parce que on l'explique de manière ludique. Je vous le disais aujourd'hui, quand on parle d'écologie, on parle souvent en termes techniques, c'est du CO2, c'est des kilowattheures, etc. Mais en fait, c'est important, mais en tant que consommateur, on veut du fun. On a envie qu'il y ait des paillettes, que ça brille, que ça nous parle, que ça soit ludique. Donc ça, je trouve que c'est un exemple intéressant, que même si c'est un sujet important et crucial, d'en parler sans se prendre au sérieux. Un autre exemple pour justement communiquer sur ces engagements, par exemple ajouter sur le site internet quand on commande un produit cosmétique, l'impact carbone que cet achat va avoir. Et donc là, il y a un outil qui est intéressant. Est-ce que vous connaissez Impact CO2 à main levée ? Ok, c'est bien, comme ça je vais vous le partager. En fait, c'est un site qui a été développé par l'ADEME, qui est totalement open source, gratuit, et qui va vous permettre de trouver des équivalents en termes de CO2. Souvent, les gens en fait, n'ont aucune idée de combien ça va représenter 300 kg de CO2. Et donc là, il n'y a que quelques exemples. Et en vrai, il y a une centaine d'équivalents où on va vous dire, 2 tonnes de CO2, c'est 9000 km en voiture, c'est 64 smartphones, c'est 84 jeans, etc. Et donc, ce qui est bien, c'est que pour les marques, ils permettent de copier le code et l'intégrer directement à votre site web sans que ce soit payant. Donc ça, c'est hyper intéressant. Je vais vous donner un exemple d'application. On a par exemple la marque de linge de lit Wopilo qui, eux, ont mis, voilà, ce linge de lit va avoir une empreinte carbone de 7 kg de CO2, soit l'équivalent de 2 kg d'avocat. Parce que je pense qu'ils avaient compris que leur cible aimait bien les petits avocados toast. Donc ils se sont dit, ça, je pense que ça va leur parler. Donc c'est intéressant de voir comment on peut intégrer cet outil à vos sites internet. En fait, ils ont développé toute une panoplie d'outils. Donc là, je vous ai montré les équivalences, mais il y a également, depuis 6 mois, le simulateur de livraison de colis. Donc par exemple, quand on va commander un produit, on va pouvoir estimer si on le prend en point relais ou si on le commande en livraison rapide ou pas, combien ça va émettre de CO2. Et ça, on peut également l'intégrer sur un site internet pour, en fait, quand vous dites au consommateur quel type de livraison veux-tu, sache que ça consomme tant de CO2. Et donc, ça permet en fait d'aider le consommateur à faire un choix plus conscient. Et c'est, encore une fois, gratuit. Donc, on voit là, si on clique sur intégrer le simulateur, on peut directement copier le code. Donc voilà comment 4 idées peuvent créer un univers émotionnel positif avec vos consommateurs. Maintenant, on va voir comment créer un univers émotionnel positif pour encourager les comportements éco-responsables en entreprise.
Parce que moi, j'entends souvent des RH qui me disent oui, on a essayé des actions, de faire ci, faire ça, mais en fait, ça a sapé le moral de tout le monde avait envie de se jeter par la fenêtre après l'atelier, etc. Donc en fait, on va voir que finalement, la clé, c'est d'adapter les messages de sensibilisation à l'audience. Donc pour ça, en fait, on s'inspire des étapes du changement. Je pense que vous connaissez ces étapes-là. C'est en fait ce qu'on vit généralement quand on a un deuil. On va passer par la phase de déni, comme si ça n'existait pas, puis de colère, puis une phase de dépression. Et finalement, après, on se remet à accepter la situation et finalement arriver dans plus d'intégration on se remet en mouvement. On a intégré en fait le changement. Donc comment on va appliquer ça à la transition écologique ? Je vais vous montrer des stratégies en fait, où chaque personne en fait, elle va se retrouver dans un état ou un autre selon son rapport à la transition écologique, et on va voir comment adapter la stratégie par rapport à la situation dans laquelle vos collaborateurs se trouvent. Donc là par exemple, on a une personne qui va être dans le déni. Donc quel changement climatique, je trouve qu'il n'est pas si chaud que ça. La stratégie là, ça va être de mettre un petit coup, c'est-à-dire de faire un atelier de sensibilisation sur le changement climatique et leur demander de réaliser leur bilan carbone personnel. Bilan carbone personnel qui peut être réalisé sur nosgestesclimat.fr, donc qui est gratuit également, développé par l'ADEME. Et donc la fresque du climat, vous connaissez tous, j'imagine. Voilà, c'est un peu le petit coup où on comprend ce que c'est le changement climatique pour les personnes qui n'avaient pas intégré qu'il y avait un changement. Mais par exemple, ça ne va pas correspondre à une personne qui est plus dans l'acceptation, qui a compris qu'il y avait un changement climatique, c'est bon quoi. Enfin, il n'y a plus besoin de me réexpliquer 100 ans qu'on va tous finir en conflit armé et que voilà quoi. Moi par exemple, c'est bon, j'ai accepté que le changement climatique arrivait, je n'ai plus envie de refaire de fresque du climat, c'est bon. On va avoir des personnes qui vont être ensuite plus dans la phase dépression, donc finalement il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus rien à faire, voilà, il n'y a rien à faire. Donc la stratégie là, ça va être plutôt de mettre en avant des bénéfices personnels et collectifs de l'éco-responsabilité. Donc ça peut passer à la fois par des séances de coaching individuelles, mais aussi par des interventions inspirantes d'entrepreneurs qui ont mis en place des initiatives positives. Donc leur montrer finalement que il y a quand même du positif qui ressort de là, il y a des choses qui sont en train d'être faites et on voit des personnes engagées. Donc ça permet de passer de la dépression à l'acceptation. L'acceptation, c'est bon, on est mal barré, mais il y a quand même quelque chose à faire. Donc là, la stratégie, ça va être de valoriser les comportements éco-responsables qui vont être mis en place par ces personnes-là. Par exemple, système de récompense des bonnes pratiques. Ça peut être le challenge de la mobilité. Ça, c'est un challenge qui existe pour les personnes qui viennent en mobilité douce ou qui font du covoiturage, les récompenser pour ce bon comportement. Une fois qu'on a passé l'acceptation, vous allez avoir des personnes qui vont être plutôt en phase d'expérimentation. Donc, ils vont être en mode « Ah, j'ai entendu parler de ça, c'est génial, moi j'ai envie de faire mon compost à la maison, moi j'achète un nouveau vélo électrique, etc. » Donc là, ces personnes vont être dans l'action. Donc le but, là, ça va être d'encourager l'engagement continu. Est-ce que vous connaissez les ateliers d'automne ? À main levée ? Ok, super parce que... Ouais, une personne. C'est un atelier qui est extrêmement complémentaire de la fresque du climat. Donc moi, j'anime la fresque du climat et les ateliers d'automne. Et pour vous dire, j'adore l'atelier d'automne parce que c'est beaucoup plus positif. Et c'est vraiment... L'idée, c'est une projection où pendant 3 heures, on va s'imaginer jusqu'en 2050. Et on va demander... et en fait, on va voir avec un simulateur sa courbe d'empreinte CO2 individuelle et au niveau de la France qui diminue. Parce que vous savez que depuis les accords de Paris, l'objectif pour réduire l'augmentation de la température à 1,5 degré jusqu'en 2050, c'est qu'on soit tous à 2 tonnes de CO2 d'émissions par an, par personne. Donc le but, c'est de voir qu'est-ce que je peux mettre en place, moi, dans mon quotidien pour y arriver. Et on se rend compte, en fait, qu'on est totalement à côté de la plaque parce qu'il y a des participants qui arrivent « Oui, mais moi, je trie mes déchets à la maison. » Mais en fait, ça n'a aucun impact sur le carbone et que c'est plus peut-être l'aller-retour à Zanzibar qui va... Enfin, ça sert à rien, en fait, de se priver de tomates en hiver si c'est pour aller à Cancun l'été prochain, quoi. Donc c'est hyper intéressant pour comprendre les ordres de grandeur entre les différentes actions qu'on met en place et généralement c'est extrêmement bien accueilli par les participants parce que c'est très très positif et porté vers l'action. Donc ça c'est plus adapté à des personnes qui savent déjà qu'il y a un changement et qui veulent se mettre en mouvement. Donc ça c'est la fin de la partie 1. Donc ce qu'on a vu c'est que
Le design, c'est une puissante machine à créer des émotions qui peut façonner notre avenir, répondre aux attentes de nos clients, de nos collaborateurs, à condition de les utiliser intelligemment. Maintenant qu'on a exploré comment le design peut provoquer de l'émotion, on va passer à son deuxième super pouvoir, c'est de modifier nos comportements. Cet objet, je pense que vous le connaissez tous. Dès sa sortie en 2007, beaucoup ont adopté l'iPhone pour en faire un objet familier, presque intime du quotidien. Aujourd'hui, je pense que c'est dur de trouver quelqu'un qui n'utilise pas son téléphone comme ça, avec le tactile et en faisant ces gestes-là. Ce concept de standard, qui s'applique naturellement à tous, c'est ce qu'on appelle le dominant design, le design dominant d'un secteur. Le design dominant d'un secteur, c'est une configuration particulière d'un produit qui va s'imposer comme la norme du marché, souvent au détriment des designs concurrents. Donc ce design dominant, ça va s'établir comme un standard de l'industrie, ça va influencer la recherche, la production et la consommation. Donc c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui, parce que je pensais que ça pourrait peut-être résonner chez différentes personnes d'entre vous. Je vais vous donner un exemple de design dominant, le clavier QWERTY. C'est pas forcément le design de clavier le plus efficace, mais pourtant c'est devenu un standard mondial. Vous imaginez pas une autre manière de taper sur votre ordinateur. Ça, c'est un design dominant. Autre design dominant, le vélo, tout simplement. À travers les décennies, il aura toujours 2 roues, un cadre en triangle, une chaîne et des pédales. Même si il va y avoir des technologies qui vont se rajouter à travers les années, ça va rester la manière dont on fait du vélo. Ça va toujours ressembler à la même chose. Maintenant, dans l'industrie cosmétique, j'ai essayé un petit peu de chercher des designs dominants. Et là, c'est intéressant parce que le blender, c'est un design dominant récent. Vous connaissez, c'est un petit peu cette mousse pour appliquer le fond de teint. Avant, on avait le pinceau. Maintenant, ça s'est imposé un petit peu comme la norme, la façon dont on applique le fond de teint. Ça, c'est un nouveau design dominant. La pompe distributrice, c'est comme ça. On n'imagine pas autrement une autre façon de prendre un gel douche, finalement. Pareil pour le rouge à lèvres. À travers les décennies, ça a toujours le même fonctionnement, ça ressemble à la même chose. C'est un design dominant de la façon dont on va se mettre un rouge à lèvres. Donc en fait, un bon design dominant, ça permet d'accélérer l'adoption d'un produit. Et pour des produits éco-responsables, donc probablement que vous êtes en train de mettre en place des innovations, des produits éco-responsables, comment vous allez faciliter leur adoption en faisant des designs dominants? On va faire un petit cas pratique. Alors moi, voilà, je vous l'ai dit, je ne suis pas du tout dans l'industrie cosmétique, donc je me suis dit qu'on pouvait travailler par exemple sur peut-être que ça existe, un packaging qui en fait donne la dose exacte de produits pour éviter tout gaspillage. Donc on va voir comment on peut faire de ça un design dominant. Il y a beaucoup de critères de réussite, mais j'ai essayé de les concentrer en 5. Comment on fait d'un produit un standard sur un marché? Le premier, c'est lui donner une fonctionnalité supérieure. Donc en fait, le design doit offrir une véritable amélioration par rapport à ce qui existe sur le marché. Sinon, l'adoption ne sera pas faite. Je vous donne un exemple d'une innovation qui n'a pas répondu aux critères de la fonctionnalité supérieure, c'est le Segway. Même si c'était une technologie, un transport unique technologiquement avancé, le fait est que en fait, c'était moins pratique qu'une bicyclette pour des transports de moyens trajets, et c'était moins pratique que juste marcher pour des trajets courts. Ce qui fait qu'au final, même s'il y avait une techno et des innovations, des investissements, ça n'a pas été adopté par le large public parce que pas de véritable valeur supérieure. Deuxième critère de réussite d'un design dominant, la facilité d'utilisation. Si le design n'est pas intuitif et que l'utilisateur ne comprend pas immédiatement comment ça fonctionne, cela ne deviendra pas un standard sur le marché. Enfin, probablement pas en tout cas. Donc dans notre exemple, il faudrait que la personne comprenne tout de suite comment le pouce-pouce dose unique fonctionne, sinon ça ne sera pas adopté. Je vous donne un exemple d'une innovation qui n'a pas répondu à ce critère, c'était les Google Glass. Les Google Glass, c'était les lunettes connectées créées par Google où on pouvait voir en réalité augmentée des choses qui se passaient. C'était tellement compliqué à utiliser que finalement, alors que c'était quand même Google. Donc pour vous dire que quand on ne répond pas aux critères des designs dominants, c'est un petit peu compliqué de créer une adoption massive. Troisième critère de réussite, coût-efficacité. Le design ne doit pas être seulement supérieur en termes de performance, il doit être économiquement viable pour les fabricants, mais il doit être aussi accessible pour les consommateurs.
Donc là, je vous donne un exemple qui était le Concorde, qui a échoué parce qu'il était difficile à opérer et les billets étaient extrêmement chers. Donc on a quand même mis beaucoup de moyens pour quelque chose finalement qui ne répondait pas aux critères coût-efficacité. Quatrième critère des réussites, la compatibilité. En fait, le design d'un produit qu'on fait doit être compatible avec les produits et les systèmes existants. Je vous donne un exemple. Si le packaging d'application parfaite qu'on crée ne peut pas être produit dans les industries traditionnelles, ni n'a le même mode de fabrication, ou en magasin, s'il requiert des aménagements un peu plus sophistiqués, ça sera difficile de l'imposer comme un design dominant, du moins rapidement. Je vous donne l'exemple d'une innovation justement qui ne répondait pas à ce critère de compatibilité, c'était le Betamax de Sony. Donc en fait, il était techniquement supérieur à son concurrent VHS, mais le fait est qu'il était moins compatible avec les systèmes vidéo existants, ce qui fait que finalement, il a perdu face au VHS. Le dernier, l'adaptabilité. Un bon design dominant doit être évolutif dans le temps et selon les nouvelles attentes des consommateurs. Donc là, par exemple, dans ce que je vous ai dit, l'innovation sur la bonne dose du produit, si on se rend compte que finalement tout le monde utilise des produits solides, il n'y a plus intérêt à faire un... Bon, je pense que ce ne sera pas le cas, mais vous comprenez l'idée. Donc là, l'exemple, finalement, c'était le BlackBerry qui a eu du mal à évoluer face à la demande d'usage tactile des consommateurs, et même de cette technologie-là. Alors que pourtant, tout le monde en avait, c'était super à la mode, je me souviens. J'en voulais un, j'en avais pas eu, mais bon. Bref. Mais le design initial n'a pas su s'adapter aux demandes changeantes des consommateurs. Donc, c'est un design qui n'a pas été adopté massivement. Donc là, je vous ai un petit peu montré comment créer une stratégie pour faciliter l'adoption massive d'un produit éco-responsable. Mais il y a d'autres petites techniques en fait qui vont être plus faciles à mettre en place et que vous pouvez vous-même appliquer dès demain, si vous le voulez. C'est les nudges. Les nudges, c'est des petits coups de pouce qui visent à orienter les décisions des individus de manière subtile plutôt que par la contrainte. Et en fait, ils vont se baser sur les biais cognitifs et les tendances comportementales pour encourager les choix des utilisateurs. Est-ce que vous connaissez à main levée les nudges ? Bon, c'est bien, il n'y en a pas trop comme ça. Je vais essayer d'apprendre des choses aujourd'hui. Je vais vous donner un exemple. Est-ce que vous connaissez ça ? À l'aéroport d'Amsterdam, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup trop de factures de ménage parce que personne ne faisait pipi dans l'urinoir, très clairement. Donc, ils ont collé une petite mouche au fond de l'urinoir. Et en fait, vous savez quoi ? Ça a réduit de 80% les factures de ménage dans les toilettes hommes. Parce que c'est rigolo de faire pipi sur une mouche, apparemment. Donc ça, c'est un vrai exemple qui est vraiment un cas d'école dans les nudges. Et qui existe toujours à Amsterdam. Un deuxième exemple, c'est par exemple des fois, je ne sais pas si vous avez déjà vu à côté des escalators, vous avez soit le nombre de calories écrites sur les escaliers, ou parfois des touches de musique qui font du son en fait quand on monte sur les escaliers. Donc en fait, ça va encourager les gens à prendre l'escalier plus haut que l'escalator, donc un choix plus sain pour eux, mais sans leur dire prends l'escalier. C'est eux d'eux-mêmes, ils vont avoir envie de le faire parce que ça va appeler quelque chose dans leur cerveau et donc un côté un peu plus ludique. Autre exemple, donc là par exemple, on pose une question tout simplement pour éviter que les gens jettent leur mégot par terre. Et en fait, rien que le fait de poser une question, on a forcément envie de mettre dans l'un ou dans l'autre. Et ça aurait peut-être moins marché si c'était juste une poubelle classique pour jeter son mégot. Donc ça, c'est des nudges. Les nudges, en fait, ça vient répondre à des biais cognitifs. Et les biais cognitifs, c'est des petits raccourcis mentaux qui vont nous faire prendre des décisions parfois plus impulsives plutôt que des décisions basées qui sont plus rationnelles. Je vais vous donner un exemple de biais cognitif, c'est le biais d'ancrage. Je pense que, je ne sais pas s'il y a des commerciaux ici, mais quand on va donner un premier prix lors d'une négociation, au final, on va rester bloqué sur ce prix-là et la personne en face, elle va toujours évoluer selon ce prix-là. Donc au final, c'est ça, un biais d'ancrage. On va ancrer la personne sur quelque chose qu'on a décidé. Donc ça, c'est un biais cognitif, mais en fait, il y en a 250. Donc là, vous voyez ici, on est un petit peu dirigé finalement par nos biais et nos raccourcis mentaux. Et donc on va voir, je vais vous donner des exemples sur comment mettre ces nudges en pratique pour encourager des comportements éco-responsables.
Et donc on va faire 3 exemples. Le premier nudge qu'on va travailler, c'est le nudge qui s'appelle l'option par défaut. Ça vient répondre à un biais qui s'appelle le biais de l'inertie. Et le biais de l'inertie, en fait, c'est un biais où on a tendance à s'en tenir aux options par défaut parce que ça va demander trop de charge mentale d'enclencher un deuxième choix, de faire un mouvement pour aller se différencier du choix par défaut. Donc là, le but de ce nudge, ça va être de modifier justement nous-mêmes le choix par défaut pour orienter les gens vers des choix plus favorables. Je vous donne un exemple très classique, c'est le don d'organes. Aux États-Unis, le choix par défaut qu'ont les citoyens, c'est de ne pas donner leurs organes. Ce qui fait qu'il y a un taux de consentement de 28%. En France ou en Belgique, c'est l'inverse. Par défaut, nous sommes tous donneurs. En revanche, si on n'a pas envie de donner, il faut faire l'action de dire « je ne veux pas donner mes organes ». Ce qui fait qu'on a un taux de don de 98%. Donc on voit à quel point ce biais est puissant. Donc comment l'utiliser dans l'éco-responsabilité ? J'ai essayé de chercher des exemples, à la fois avec consommateurs et collaborateurs. Avec vos consommateurs, par exemple, ça va être de mettre l'option de livraison éco-responsable par défaut. Je crois que c'est ce qui est en train d'être fait par Amazon d'ailleurs. Donc, on ne se rend pas compte, mais finalement, une livraison en 1 jour ou une livraison en 15 jours, ça va avoir un impact environnemental. Et finalement, des fois, les personnes ne sont pas forcément hyper pressées de recevoir leur crème pour le lendemain, quoi. Donc, ça peut être un nudge intéressant à mettre en place sur un site internet. Avec les collaborateurs, ça peut être j'ai pris un exemple très simple, mais juste de régler le recto verso et l'impression brouillon par défaut. Ça peut être un exemple de nudge. Deuxième nudge qu'on va travailler, le feedback positif. Là, ça vient répondre à un biais qui s'appelle le biais de renforcement positif, où en fait, on va avoir tendance à répéter un comportement s'il est immédiatement suivi d'une émotion positive de récompense. Donc c'est un petit peu les mécanismes. Je ne sais pas si certains de vous jouent à Candy Crush ou ont des applications comme Duolingo, etc. Quand ils nous envoient un petit « Hey, bravo, bien joué » ou un petit badge, ça va créer de la dopamine et en fait on va avoir envie de revenir. C'est comme ça que fonctionnent d'ailleurs ces jeux-là. Donc comment en fait on va fournir des retours d'informations positives pour récompenser les comportements éco-responsables, par exemple avec vos consommateurs, après l'achat d'un produit éco-responsable, je ne sais pas, lui envoyer un mail ou trouver une manière en fait de lui dire c'est bien ce que tu as fait, tu as permis de réduire ton impact de temps par rapport à un produit classique, en termes de plastique, de CO2 ou tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Et en fait, il va se sentir bien, il va avoir envie de refaire la même chose la fois suivante. Avec vos collaborateurs, c'est comme je vous le disais tout à l'heure, ça pourrait être créer un système de récompense pour le covoiturage ou la mobilité douce. Dès qu'on reçoit un feedback positif immédiatement après l'action, on a envie de le refaire. Troisième nudge sur lequel on peut travailler, c'est le nudge de la preuve sociale, qui vient répondre à un biais qui dit qu'en fait, on a tendance à faire comme ce que les autres font pour se fondre dans la masse et pour se sentir appartenir à une communauté. Donc là, le but, ça va être de montrer que d'autres personnes agissent d'une certaine manière pour justement suggérer que ce comportement est désirable ou normal. Donc là, par exemple, avec vos consommateurs, je ne sais pas, afficher sur le packaging, par exemple, 90% des personnes qui ont acheté ce produit l'ont recyclé dans la poubelle jaune. Donc là, en fait, on va le voir, on va se dire « Ah, mais s'il y en a 90% qui l'ont fait, moi aussi, il faut que je le fasse, quoi. » C'est ça qui va se passer. Parce que c'est quand même dommage de mettre plein d'efforts dans des produits qui sont éco-conçus et pour qu'au final, les gens les mettent à la poubelle normale. Non, enfin, je sais pas, mais... Donc, exemple avec les consommateurs et avec les collaborateurs, ça peut être d'insérer en signature de mail, parce qu'on sait que les mails, ça a un impact, notamment quand on envoie des fichiers lourds. Ça pourrait être de dire 90% des employés de Savon Compagnie évitent d'envoyer des fichiers lourds par email. Donc rien que de voir que les autres ont ce comportement-là, ça va nous donner envie de faire la même chose. Voilà des exemples sur comment on peut mettre en place des nudges de manière très pratique avec consommateurs et collaborateurs en répondant à des biais qu'on a. J'en ai donné 3, mais on peut en trouver, je vous dis, il y a 250 biais, donc je pense qu'il y a de quoi faire. Alors évidemment, je pense que c'est important de vous parler là quand même des limites des nudges, parce qu'il faut faire attention à 3 choses essentielles, je pense. Le premier, c'est l'effet rebond. L'effet rebond, c'est en fait, on va peut-être récompenser les gens pour leur achat éco-responsable, mais ça va peut-être favoriser une surconsommation.
Donc en fait, si on encourage un comportement mais qu'on en crée un autre qui n'est pas forcément positif, c'est pas terrible. C'est un peu l'exemple de Vinted aujourd'hui. Il y a beaucoup de polémiques où en fait les gens se disent « Ah mais c'est de la seconde main, donc ça va ». Sauf qu'en fait, ils achètent 3 fois plus de choses sur Vinted que ce qu'ils auraient acheté en produit neuf. Donc ça, c'est un exemple d'un effet rebond. Le deuxième, c'est le paternalisme, parce que bien que les nudges soient conçus pour être doux et non intrusifs, ça peut être perçu parfois comme un peu paternaliste. Donc il faut faire attention à ça. Et également en termes d'éthique, parce que en fait, parfois ça peut être un peu perçu comme de la manipulation mentale. Donc quand on le fait, faisons-le avec bon sens pour encourager des bons comportements et soyons transparents aussi dans cette démarche-là. Donc voilà, mis à part ces limites, je pense que les nudges sont quand même un bon moyen d'enclencher des comportements éco-responsables. Alors on l'a vu, pour résumer, le deuxième pouvoir du design d'orienter les comportements, en créant des dominant design ou à l'aide de petits coups de pouce comme des nudges, on peut faciliter l'adoption de comportements éco-responsables sans effet de contrainte ou d'effort à fournir. C'est ça qui est intéressant, c'est que ça semble un petit peu intuitif. Donc on l'a vu, le design permet de créer des émotions, permet d'orienter les comportements, mais son plus grand pouvoir, et je dirais vraiment le plus important pour moi, c'est de placer l'humain au centre de toutes les expériences. Avec 200 millions d'utilisateurs, Netflix, c'est l'acteur qui a révolutionné la façon dont on consomme les contenus audiovisuels. Et ça, grâce à l'hyper-personnalisation. Par exemple, ce que vous voyez là, c'est la page d'accueil Netflix de mon copain. Des contenus assez sombres, des titres d'une spécificité assez incroyable, films pour amateurs de jeux vidéo, séries post-apocalyptiques. Et ça, c'est le mien. Des tons beaucoup plus doux. Là, je vous dis pas, en plus, c'est Noël, donc on est dans les comédies de Noël romantiques, mais on n'est plus trop sur une ambiance post-apocalyptique. Et en fait, Netflix, la personnalisation, elle va tellement loin qu'ils ont même créé plusieurs vignettes pour un seul et même contenu. Et en fait, en fonction de la personne qui va regarder, ils vont voir une vignette plutôt qu'une autre. Donc, je vous montrais tout à l'heure, si par exemple on est plus amateur de films de guerre, etc., on va peut-être voir le Stranger Things avec les flammes derrière. Si on est plus, voilà, comme moi, un peu, on aime bien les comédies sympas, etc., feel good, on sera peut-être au centre ou un peu comme le film sur les fantômes, j'ai perdu le nom, mais Ghostbusters, voilà, ça donne un peu cette ambiance-là. Donc, c'est ça qui est intéressant. Et aujourd'hui, l'approche éco-responsable, si on y pense, elle n'est pas du tout personnalisée. Elle a tendance à nous considérer tous égaux. On nous demande d'agir vite, de la même manière et avec les mêmes moyens. Le fait est que nous sommes tous différents et nous avons tous nos propres moteurs pour changer. Certains vont se motiver à changer pour préserver leur santé, d'autres pour leur bien-être mental, d'autres pour être de meilleurs citoyens, d'autres encore pour faire des économies à la fin du mois. Et toutes les alarmes du monde auront beaucoup de mal à lutter contre ce qui fait notre nature et notre individualité. C'est pour ça que la stratégie RSE que vous mettez en place pour vos clients et vos consommateurs doit s'adapter à la psychologie et au moteur de motivation de chacun. D'ailleurs, je vous parlais tout à l'heure du baromètre Greenflex qui a été mené en 2023, où finalement on voit que le moteur de motivation pour aller vers une consommation responsable est finalement presque autant pour ma santé et mon bien-être que pour l'environnement. Donc ça, c'est intéressant. Et d'ailleurs, il y a un chiffre que je voulais vous partager qui peut peut-être vous intéresser, c'est qu'aujourd'hui, on a 64% des personnes qui n'achètent pas de produits de cosmétiques ou d'hygiène lorsqu'elles ont un doute sur son impact sur la santé. Alors, c'était une étude qui avait été menée plutôt orientée sur l'environnement. Donc ce qu'on voit, c'est que finalement, les moteurs de motivation sont hyper importants dans la stratégie qu'on va mettre en place et dans les messages qu'on va véhiculer. C'est tellement important qu'il y a l'association Destin commun qui a sondé 4000 personnes et énormément de rapports pour identifier des profils et leur rapport à l'environnement. Donc ils ont identifié 6 profils face au climat que vous pouvez le retrouver sur lesfrançaisparleclimat.org. Et en fait, on va voir finalement, on va faire un petit cas pratique sur comment adapter nos messages et notre stratégie à ces différents profils. Donc vous avez les militants désabusés, les stabilisateurs, les libéraux optimistes, les attentistes, les laissés pour compte et les identitaires. Nous, on va se concentrer juste sur les 2 premiers en raison d'un temps limité. Alors les militants désabusés, eux, c'est un petit peu le public qui dit voilà, je me sens au cœur du mouvement climat, j'en suis son premier soutien, donc c'est les personnes extrêmement engagées.
qui sont plutôt dans la catégorie socio-professionnelle supérieure, qui ont fait de longues études, jeunes adultes, 25-40 ans, et plutôt urbains. Donc on a ce profil-là. Donc on va voir comment on va s'adapter à ces personnes-là dans ce qu'on met en place. En termes de communication, ce sont des personnes qui vont attendre une transparence totale. En termes de canaux de vente, ce sont des personnes qui vont plutôt aller dans des boutiques spécialisées, dans des magasins bio, et qui vont attendre en fait d'un produit d'être 100% bio, éthique, recyclable ou compostable, qui vont avoir énormément d'attentes dans le produit qu'ils vont acheter. Et en termes d'engagement de la marque, parce que c'est pas seulement le produit qui va les intéresser, c'est qu'en fait, eux, ils vont avoir envie de voir des partenariats avec des ONG, des certifications comme Bicorp, Label EcoCert, etc. 2 points d'attention avec ce type de profil. Le premier, c'est qu'il y a un besoin d'engagement global au niveau de l'entreprise. Si vous faites un produit 100% recyclable, qui utilise moins de plastique, ils s'en fichent. Eux, ils veulent qu'il y ait un véritable travail sur l'ensemble du cycle de vie du produit, que l'entreprise, elle ait fait un bilan carbone, qu'elle ait une véritable stratégie globale en termes de RSE. Donc, ils vont aller fouiller sur le site internet. Donc là, ça pourrait être intéressant de mettre une FAQ très transparente sur comment on a sourcé nos produits, avec quels fournisseurs on travaille, etc. Très important pour ce type de profil. Et comme je vous le disais, très attentif au greenwashing. Donc mettre des feuilles vertes et dire c'est green, ça va limite être un point d'attention et on va se dire ouais, moi je vais aller vérifier, on va voir si vraiment t'es écolo. Donc ça, c'est une petite parenthèse du coup pour vous parler de 3 médias anti-greenwashing qui sont importants à suivre pour, je pense, toutes les industries aujourd'hui parce que très clairement, toutes les entreprises se font un petit peu tacler par ces comptes-là. Le premier, c'est Perles de greenwashing, où en fait ils font un panthéon du greenwashing assez régulièrement, où en fait ils vont aller creuser tous les pseudo-engagements qui sont faits par les entreprises et montrer en fait que ça va pas. Donc là, on voit qu'il y avait Hyundai, FF Golf, Thibaut InShape. Le deuxième, c'est Quota Climat, qui va faire un petit peu la même chose. Et enfin, on a Pour un réveil écologique, qui est une association d'étudiants, où là, voilà, on voit par exemple Chronopost pris la main dans le sac en plein greenwashing. Donc je pense que c'est 3 médias qui peuvent être importants à suivre pour vous parce qu'ils ont énormément d'abonnés sur tous les réseaux. Voilà. Petite parenthèse refermée sur le greenwashing. On va passer au deuxième profil, le profil des stabilisateurs. Donc là, on est plutôt sur personnes en fin de carrière ou retraités qui vont avoir entre 50 et 64 ans, plutôt en milieu rural, dans des petites communes, donc pas dans des métropoles. Et donc là, c'est des personnes qui sont inquiètes de l'évolution du monde, mais plus pour leurs enfants ou petits-enfants que pour eux-mêmes finalement. Donc beaucoup moins engagés que les militants dont je vous parlais précédemment. Alors comment on va leur parler à ces stabilisateurs ? Là, l'idée, c'est de ne pas en fait, orienter la communication sur l'écologie. Eux, en fait, ils aiment bien rester dans leurs habitudes, ça fonctionne, c'est traditionnel, etc. Donc en fait, mettre en avant les bienfaits classiques des produits, tout en glissant que le produit est éco-responsable. Parce que c'est quand même important pour eux, mais ce n'est pas forcément le plus important. En termes de canaux de vente, c'est plutôt des personnes qui vont au supermarché. Donc, en fait, limite, ils voudraient trouver les produits éco-responsables à côté des produits classiques, avec juste peut-être une petite étiquette indiquant les engagements du produit. Donc, ce que je vous disais, c'est mettre en avant plus l'efficacité du produit, parce que c'est souvent des personnes en fait, qui vont se dire « Ah ouais, non, mais c'est écolo, donc c'est pas efficace, ça va pas marcher. » Voilà. Donc, bien trouver des bons messages pour leur dire non, on s'est débrouillé quand même pour vous trouver un produit qui était à la fois éco-responsable et qui fonctionnait. Donc voilà, c'est très important dans les messages à leur faire passer. En termes d'engagement de la marque, voilà, on est moins regardant que le profil précédent. Donc ça va être plus, ils vont peut-être être plus sensibles au recyclage ou à la minimisation du gaspillage, parce que c'est un petit peu la première connaissance qu'ils ont du changement climatique. 2 points d'attention avec eux, très attentifs au prix. Si c'est pour faire un produit éco-responsable qui coûte 200% plus cher, ça ne fonctionnera pas. Donc il faut trouver un moyen pour rendre les produits accessibles. Et ce que je vous disais, 2e point d'attention, l'éco-responsabilité doit être perçue comme un plus et non comme un changement radical. Ce sont des personnes assez réticentes au changement. Donc pour résumer, pour ce 3e pouvoir, en personnalisant les messages aux personnes à qui on s'adresse, on maximise les chances en fait, de créer des changements durables à la fois auprès des consommateurs et des collaborateurs.
Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout cela? Si on veut que l'éco-responsabilité devienne virale dans l'industrie cosmétique, il est fondamental d'utiliser les 3 pouvoirs du design. Créer des émotions, modifier les comportements et placer l'humain au centre de toutes les expériences. Grâce au design, on peut créer un monde où chacun s'épanouit et trouve sa place dans sa vie en s'appropriant la démarche pour en faire la sienne. Et pour reprendre une citation de Spider-Man, parce que j'adore Spider-Man, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. C'est la fin de cette conférence. Ce que je vous propose, c'est que si vous avez déjà mis en place ce genre d'initiative ou que vous avez envie de mettre en place ce genre d'initiative, contactez-moi sur LinkedIn, je suis très réactive. Et moi, ça serait avec plaisir, par exemple, de mettre en avant des initiatives que vous avez mis en place ou juste de vous aider à les mettre en place. Et je serai présente toute l'après-midi sur le salon. Merci à vous. Donc je crois qu'il y a des questions-réponses. Mais je ne sais pas si vous avez des questions-réponses. Des questions. D'abord, merci beaucoup. C'était vraiment très intéressant. Moi, je voulais vous demander, au niveau des... Il y a une réglementation qui arrive et qui va être un peu contraignante pour les consommateurs aussi, type, vous avez beaucoup parlé de faire son compost soi-même, on va maintenant être un peu obligé de le faire. Et donc, qu'est-ce que vous pensez des éco-scores, des planètes scores, d'avoir des choses comme ça? Et est-ce qu'on peut faire une note qui va englober un peu tout ce qui est éco-responsable pour aider justement le consommateur à comprendre, parce que parfois, simplement le kilo de CO2, ça ne parle pas forcément. Alors, le sujet de l'éco-score, je suis un peu... voilà, je suis un peu perplexe par rapport à ça. En fait, je pense que ça va dépendre du type de consommateur, comme on le disait. Pour des personnes qui sont hyper engagées et qui savent vraiment ce qu'est le changement climatique, finalement, l'éco-score, ils vont se dire, ça, c'est encore un truc marketing qui a été inventé par la marque et qui n'a pas vraiment de vraie valeur. Parce que là, par exemple, j'ai vu récemment une pub d'Aven passer où j'ai vu EcoScore de la crème. Et moi, en tant que consommatrice, je me suis dit, mais ça, c'est quelque chose qui a été inventé par Aven ou est-ce que c'est un EcoScore qui a été créé par l'Agence de la transition écologique française et qui, du coup, est bien réglementé. Donc, je pense que ça marche pour des personnes qui sont peu sensibilisées au changement climatique, qui vont se dire « Ah, mais ça, c'est cool ». En revanche, pour des personnes qui s'y connaissent un peu plus, qui vont aller creuser, je ne suis pas sûre que ça fonctionne. Après, je ne m'y connais pas assez en réglementation cosmétique pour donner une vraie réponse à ça. Je pense que ça peut guider, mais à mon avis, il y a d'autres leviers peut-être un peu plus ludiques pour dire aux gens il y a des bons comportements qui sont bien et d'autres qui sont moins bien. Il ne faut pas que ce soit le monde de l'éco-score et le monde de la notation. Faut pas tomber non plus dans ce truc-là.